Alors, donc, bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire du Pôle Ressources Nationales Transition écologique et Sport de nature en collaboration avec les Climato-sportifs et The Sport Ecology Group, qui s'intitule donc Le sport transforme la planète. Donc, on est là, on est 1 heure ensemble. Et, euh, et voilà, et du coup, pour commencer, quelques règles, comme vous pouvez le voir, vous êtes tous mute, puisque vous êtes assez nombreux, et puis ça va continuer à arriver. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, et donc on fera de notre mieux pour y répondre tout au long du webinaire. Une deuxième information, c'est que vous pourrez retrouver la diffusion de ce webinaire sur le site qui s'affiche, sportdenature.gouv.fr, ainsi que les présentations. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un élément de contexte assez rapide. Donc, ce webinaire s'inscrit dans les actions du projet Sport et Biodiversité, qui est cofinancé par l'Union européenne et qui est le fruit d'une collaboration de pas mal d'acteurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapo bien chargée en logo. Donc, en fait, il y a 2 établissements du ministère des Sports, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes et l'Institut national du nautisme, dont je fais partie. Et donc, on collabore avec l'Office français de la biodiversité pour globalement travailler à l'intégration des enjeux de biodiversité dans la pratique sportive. Et un tout dernier mot sur le contexte, c'est que ce webinaire s'inscrit dans le cœur de mission du pôle ressources national transition écologique et sport de nature, qui est donc une mission nationale de conseiller d'observation du ministère des Sports. Et donc, vous pouvez retrouver sur le site du pôle pas mal de ressources sur les sports de nature et leur transition. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Comment va se passer ce webinaire? Donc, je vais tout de suite passer la parole à Manon Guillonnet, qui est donc responsable plaidoyer au collectif des climato-sportifs. Et cette présentation sera suivie par celle de Hugo Arbieux, chercheur en écologie et responsable recherche du Sport Ecology Group, qui va donc introduire les sujets d'interaction sport et nature. Cette présentation sera suivie de questions-réponses, d'un temps de questions-réponses, puis un rapide temps de conclusion, surtout pour annoncer la date du prochain webinaire. Voilà, bon webinaire à tous, et Manon, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cola, et merci au PRN d'avoir permis cette collaboration et à l'École nationale de l'autisme. Je vais d'abord passer la parole à Aurélie, qui est notre capitaine du club communauté, pour présenter le collectif. Eh ben, bonjour à tous, effectivement, enchantée d'être là aux côtés de Manon et de vous tous pour vous présenter qui on est. Le collectif des climato-sportifs, il est né de 3 personnes, donc c'est Younes, Amélie et Mathéo, nos 3 cofondateurs, qui sont 3 sportifs, Younes et Mathéo, donc en athlétisme, et Amélie, qui est une escrimeuse. Et qui sont investis professionnellement dans la transition écologique, rendu compte qu'il y avait encore du chemin à faire et à parcourir au niveau du sport, et ils avaient envie de concilier leur engagement écologique professionnel avec leur passion pour le sport. Et donc en 2023, autour d'un steak de betterave, ils se sont dit pourquoi pas créer un collectif de sportifs engagés pour le climat. Et donc l'association est née en 2023, elle s'est officiellement lancée en 2024 à Paris, donc autour de ces 3 personnes. Et tu peux passer la slide suivante. Aujourd'hui, après du coup quelques années, enfin 2 ans, on est maintenant donc 100 sportifs et sportives de tout niveau, donc amateurs, professionnels, semi-professionnels, sportifs du dimanche, peu importe, partout en France et même au-delà. On en a en Guadeloupe, en Suisse, en Belgique, au Canada, un peu partout. Donc des sportifs qui font des sports différents, sports individuels, sports collectifs, de l'athlétisme, du trail, un peu de tous les sports, donc partout en France, avec une volonté commune, celle de conjuguer sport, écologie et action. Et donc notre mission au sein des climato-sportifs, c'est de rendre compréhensibles les liens qu'entretiennent à la fois le sport avec les enjeux écologiques, pour pousser à des transformations durables du milieu sportif. Et donc notre enjeu numéro 1, c'est d'éveiller le monde du sport aux enjeux environnementaux. Notre objectif numéro 2, c'est de faire émerger des nouvelles pratiques sportives, de faire vivre le sport avec des nouveaux récits autres que celui qu'on peut connaître aujourd'hui, qui est fortement carboné. Et notre troisième objectif, c'est de faire de l'engagement pour un sport durable une aventure qui soit à la fois joyeuse et collective. On veut que l'engagement à travers le sport ne soit pas vu comme une contrainte, mais comme quelque chose qui apporte énormément de bonheur. Et nous, c'est ce qu'on
3 au sein du collectif. Et donc, je laisse Manon poursuivre sur tout ce qu'on peut faire. Et à travers ces trois objectifs, on est bien sûr conscient de tous les enjeux que révèle la pratique sportive sur les enjeux de biodiversité. En effet, Hugo va nous l'expliquer beaucoup plus clairement et amplement, mais on est dans une période où il y a un fort développement des sports de nature qu'on peut interpréter comme un désir de renouer avec voilà, le monde naturel, l'environnement, etc. Et ça peut également être bénéfique pour les enjeux environnementaux parce que ça permet de se reconnecter émotionnellement avec le vivant. Pourtant, il y a beaucoup d'impacts négatifs de la pratique sportive de nature sur la biodiversité. Et une personne des climato-sportifs a notamment réalisé un mémoire sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être plus conscient de ces enjeux et de les intégrer dans nos activités de sensibilisation. Notamment, la slide suivante montre un exemple de jeu qu'on a développé. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Cola. On a... Ah, pardon. Bah, du coup, au travers de nos différents types d'actions, on essaye d'intégrer ces enjeux au cœur de nos actions de sensibilisation. Et notamment, on a développé une sorte de memory qu'on a pu tester lors du triathlon du Bayman, donc au Mont-Saint-Michel, où il était question de retrouver les impacts directs et indirects de chaque discipline du triathlon sur la biodiversité des milieux naturels où se déroulent les disciplines. Voilà. Et donc, on est en pleine période de campagne d'adhésion. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Tu peux passer à la slide suivante. Le 4 février, on organise un webinaire pour comprendre comment s'engager concrètement à nos côtés. Et on a également une charte de la sportive et du sportif responsable où vous pouvez retrouver des actions concrètes pour réduire l'empreinte carbone de votre pratique sportive. Et je laisse ensuite Hugo nous expliquer pourquoi et comment notre pratique sportive a un impact sur la biodiversité. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et du coup, Hugo, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce webinaire. C'est vraiment très agréable de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous toutes et tous qui êtes pratiquants de sport de nature ou intéressés par la thématique de la biodiversité. Donc, je me présente très brièvement. Je suis Hugo Arbio, je suis postdoc à l'Université Paris-Saclay au sein de AgroParisTech. Je suis écologue de formation, mais je me suis très vite intéressé aux dimensions humaines de la conservation de la biodiversité. Et donc, ça m'a amené à commencer à travailler avec des chercheurs comme moi qui viennent d'horizons un petit peu différents, du sport management, de l'économie, mais aussi de l'écologie, pour travailler sur ces enjeux écologiques au sein du sport. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus précisément de la biodiversité. Et donc, je vais commencer sans plus tarder. Je vais ancrer d'abord le propos dans une actualité de ces quelques dernières semaines. Il y a le forum de Davos qui vient de se clôturer. Il y a une enquête sociale au sein de plus de 1000 dirigeants mondiaux, d'experts des risques, qui est arrivée à la conclusion que les risques les plus importants à moyen terme, ils en ont listé 10. Vous voyez qu'en deuxième position, la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes représentent un risque majeur à leurs yeux à moyen terme, ce qui montre bien que cette urgence de protection de la biodiversité, elle commence à infuser même dans les cercles décisionnels les plus importants. En fait, cette crise de biodiversité, elle date pas d'aujourd'hui. Et j'aime bien montrer cette figure parce qu'elle représente la perte de la mégafaune dans plusieurs écosystèmes depuis plus de 100 000 ans, en grande partie due à l'homme et à l'exploitation des écosystèmes, qui montre ici la simplification grandissante des chaînes trophiques. En fait, ici, vous avez une chaîne
trophique, par exemple, du côté de la Californie, qui était vraiment très diversifiée. Et aujourd'hui, elle a été largement simplifiée. Les relations entre proies et prédateurs ont été largement changées au cours du temps. Et vous pouvez voir ici en gris les espèces qui ont disparu depuis 100 000 ans. Cette crise de la biodiversité, donc, elle a lieu depuis un certain moment et si on continue en l'état, elle risque de se poursuivre. Ce sont les résultats les plus récents qui montrent ici une trajectoire en gris d'un business as usual, c'est-à-dire que si on ne fait rien de plus que ce qu'on fait maintenant, l'effondrement de la biodiversité a de grandes chances de se poursuivre. Ces graphiques-là représentent des modélisations très poussées et qui prennent en compte les efforts qu'il faudrait faire de conservation en jaune pour arriver à freiner cette perte de biodiversité. Mais ces modèles sont aussi assez optimistes si on fait des efforts de conservation plus importants, mais qu'on modifie aussi nos modes de production, nos modes de consommation. Donc cette figure, elle est très importante parce qu'elle permet d'envisager différents scénarios à plus ou moins court terme pour essayer d'enrayer cette crise de la biodiversité. Alors comment faire pour enrayer cette crise ? Vous connaissez probablement tous le GIEC, qui est le groupe d'expertise et de conseil intergouvernemental sur l'évolution du climat. Eh bien, il existe un pendant pour la biodiversité et les services écosystémiques. Ça s'appelle l'IPBES. C'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est donc un organisme intergouvernemental qui vise à renforcer l'interface entre la science et la politique en matière de biodiversité et de services écosystémiques pour la conservation, l'utilisation durable de la biodiversité et le bien-être humain d'une manière générale. Ce groupe intergouvernemental, il repose sur un cadre qui paraît très complexe à première vue, mais je vais juste mettre en valeur ici deux aspects importants. C'est que ce qui sous-tend ce cadre, c'est en premier lieu la nature. Et vous me pardonnerez le surlignage intempestif, c'est la première fois que j'utilise cet outil. Mais donc cette nature, elle est liée directement à la qualité de vie humaine, notamment grâce à ce qu'on appelle les contributions de la nature aux populations. Ces contributions, elles peuvent être positives ou négatives, et c'est en ça que le cadre proposé par l'IBES est intéressant, c'est qu'il permet une vue un petit peu plus holistique des relations entre la biodiversité et le bien-être humain. Les contributions, elles sont matérialisées par trois grandes catégories. Par exemple, la contribution de la nature à des processus de régulation, par exemple la pollinisation. La nature nous apporte des biens matériaux, que ce soit par exemple des matériaux de construction comme le bois ou de la nourriture. Enfin, il y a une troisième catégorie qui est nommée les apports immatériels, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, de l'inspiration, de l'activité physique et psychique. Donc, dans ces trois grands groupes, les évaluations qui sont faites par l'IPBES tendent à montrer que sur ces différentes catégories de contribution de la nature à la qualité de vie humaine, une grande partie sont en déclin sur les 50 dernières années, comme vous pouvez le voir avec les flèches qui décroissent ici au cours du temps. C'est donc très important de se rendre compte que malgré tous les travaux qui sont faits, malgré toutes les études qui sont faites à l'échelle planétaire, quand on met tous les indices en commun, on se rend compte que ces contributions de la nature à la qualité de vie humaine ont tendance à décroître. Les travaux de l'IPBES sont vraiment structurants parce qu'ils permettent donc de comprendre les contributions à la fois positives mais aussi négatives. Pensez par exemple aux espèces exotiques envahissantes ou aux grands prédateurs qui peuvent causer des problèmes dans nos écosystèmes et qui sont vus de manière plus négative dans certains contextes. Enfin, je mets en avant ici les différents rapports qui sont produits par l'IPBES selon les contextes. Vous avez un rapport pour les Amériques, un rapport pour l'Afrique, un rapport pour l'Europe, etc. Il y a vraiment beaucoup de rapports qui sont produits et qui sont vraiment des mines d'informations sur l'état de la biodiversité et comment elle contribue à la qualité de vie humaine régulièrement. Un de ces rapports, qui s'appelle le Nexus Assessment, permet de mettre en évidence l'interconnexion de la biodiversité avec les différents éléments de nos écosystèmes que peuvent être, par exemple, les changements climatiques, l'utilisation de l'eau, la production d'alimentation, et tout ceci en rapport avec notre santé, une thématique qui est particulièrement importante dans le cadre du sport, puisque la pratique du sport est forcément liée à une meilleure santé pour les individus et les populations. Ces interactions sont vraiment très complexes. Ici encore un diagramme très compliqué, mais juste pour illustrer le fait que tout est imbriqué. C'est-à-dire que dès qu'on décide de changer l'usage des sols, ça a des implications directes sur
le climat qui a lui-même des interactions directes sur la biodiversité. Cette réduction de la biodiversité, in fine, elle a des répercussions négatives sur la santé, elle réduit le bien-être humain, etc. Donc vraiment, il y a la nécessité de comprendre aujourd'hui que toutes ces crises sont interconnectées et sont liées notamment aux thématiques de santé, de qualité de vie humaine. Ce cadre-là, il est à rapprocher du concept des limites planétaires. Dans un contexte un petit peu sportif, je le trouve intéressant parce que ce concept de limites planétaires, il permet de définir une sorte de terrain de jeu planétaire dans les limites duquel l'humanité pourrait vivre en sécurité d'un point de vue de la durabilité des ressources naturelles et des services écosystémiques. Vous pouvez voir que ces limites, elles concernent la pollution chimique, l'acidification des océans, l'utilisation des eaux douces, le changement climatique et la perte de biodiversité que je vais surligner ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc il y a une sorte de terrain de jeu vert dans lequel on est encore en sécurité, et au fur et à mesure que ces indicateurs se dégradent, la planète nous envoie en fait des cartons jaunes, voire des cartons rouges. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cadre évolue au cours du temps, mais que nos connaissances nous permettent, donc ça c'était une première évaluation en 2009, en 2015, puis en 2023, on peut voir que de nombreux indicateurs sont dépassés. On a de plus en plus de cartons jaunes et on ne sait pas quand est-ce que le match va s'arrêter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la biodiversité n'est plus seulement définie comme euh, euh, la crise de la biodiversité d'une manière générale, mais qu'on s'intéresse à différents indicateurs comme la diversité génétique, mais aussi la diversité fonctionnelle. Alors, je vais juste passer une petite minute sur cette diversité fonctionnelle parce qu'elle permet d'aller au-delà de notre compréhension habituelle de la biodiversité qui ne serait que la richesse en espèces d'un écosystème donné. En fait, cette diversité fonctionnelle, elle permet d'étudier l'effet des extinctions sur la diversité des stratégies écologiques dans nos écosystèmes. Elle repose sur des mesures de caractéristiques précises qu'on appelle des traits, comme la taille de la portée, la longueur du museau, la masse corporelle, la longévité, etc. On suppose que ces traits ont un effet important sur les processus écosystémiques, et donc sur le fonctionnement des écosystèmes. Toutes ces valeurs-là nous permettent de cartographier les espèces, ici de mammifères, à l'échelle globale, dans une espèce de cartographie des spectres fonctionnels. En fait, ici, vous pouvez voir qu'il y a une grosse densité d'espèces, par exemple ici, qui ont tendance à avoir les mêmes caractéristiques et donc au sein d'un écosystème, peut-être une certaine forme de redondance. Ce qui est intéressant, ce sont les espèces qui sont assez isolées à l'autre bout de cette cartographie, car elles possèdent des traits, des caractéristiques qui sont assez uniques. Dans un contexte de crise de biodiversité, c'est donc intéressant de se dire que certaines espèces, si on les perd, ne seront pas remplacées par d'autres espèces et donc on perd des fonctionnalités très importantes au sein des écosystèmes. Cette petite parenthèse refermée pose la question de la diversité et donc juste ici pour montrer que cet exercice peut être répliqué à peu près toutes les espèces qui habitent la planète pour peu qu'on ait les mesures pour les catégoriser. Ça pose la question donc de la définition. La biodiversité, telle qu'elle est définie par la Convention sur la diversité biologique, précise que c'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, que ce soit dans les écosystèmes terrestres, marins ou aquatiques. Et cela comprend donc la diversité au sein des espèces, entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Tant qu'on en est aux définitions, définissons rapidement ce que j'entends ici par sport. Ce sont toutes les formes d'activités physiques et sportives qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique. Et là, c'est intéressant de le rapprocher du cadre de l'IPBES que je vous présentais précédemment. C'est que les contributions de la nature peuvent être à la fois des contributions matérielles, physiques, mais aussi psychiques. C'est très intéressant de le noter et de faire le parallèle avec le sport ici. Donc, dans le cadre qui nous intéresse, des relations entre le sport et la biodiversité, en tant qu'écologue, c'est intéressant de se pencher sur les questions d'échelle. Au sein d'un écosystème, on va s'intéresser par exemple aux individus d'une certaine espèce, par exemple ici un lagopède. On peut s'intéresser à l'échelle de la population, ce sont différents individus au sein d'une même espèce à un endroit donné. On peut s'intéresser à la communauté d'espèces qui peuplent un milieu et les interactions entre eux. On peut voir ici qu'il y a des oiseaux, des mammifères, des invertébrés, etc., et qui interagissent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle aussi avec le milieu du sport. De la même manière, on a un individu qui évolue dans son milieu. Cet individu existe au sein d'une population, d'autres individus qui se comportent différemment, qui ont des attitudes différentes et qui utilisent différemment le milieu.
et qui évoluent au sein d'une communauté d'acteurs très différents. Par exemple, ici, dans le cadre de la pratique du ski en montagne, il y a l'organisation de compétitions, il y a des spectateurs, des infrastructures de sport, des transports, mais aussi des médias, etc., etc. Et donc, tout ce beau monde évolue dans un écosystème commun et interagissent les uns avec les autres à différentes échelles. Certains vont avoir des impacts sur sur l'écosystème de manière assez large, d'autres des relations un petit peu plus spécifiques entre eux. Et donc, c'est là-dessus que je vais présenter mon propos aujourd'hui pour essayer de comprendre quelles peuvent être les contributions négatives et positives du milieu sportif sur la biodiversité, mais aussi de la biodiversité sur le milieu sportif. Avec un premier exemple juste pour illustrer un type de contribution positive. Quand on regarde la communauté, par exemple, des graminées vivaces, ici vous avez plusieurs exemples de poacées, qui sont utilisés pour le développement de terrains pour le sport, car elles présentent des qualités esthétiques, elles permettent une certaine filtration de l'eau, une stabilisation des sols, un ralentissement de l'érosion. Donc on peut voir déjà ici un apport très concret de la biodiversité pour la pratique du sport. En revanche, selon qu'on demande quels sont ces différents types de contributions vis-à-vis des poacées, certaines espèces seront vues de manière très négative. Par exemple, Poa annua, qui est considéré assez largement comme un nuisible en fait sur les terrains, puisqu'il diminue la qualité esthétique. Ça pose des problèmes de sécurité pour les athlètes parce que ça fait des trous dans le terrain. Ils peuvent se blesser et ça engendre des coûts économiques qui sont vraiment pas négligeables car il faut maintenir ces pelouses, etc. Donc on peut voir déjà ici, selon quel prisme on adopte, les différents types de contributions qu'on peut avoir entre sport et biodiversité. Et donc pour essayer de comprendre quels sont ces différents impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, du sport sur la biodiversité ou vice-versa, on a commencé un travail en fait de revue de la littérature avec les collègues que je présente ici et que je remercie grandement pour leur contribution. Je vois aussi donc Manon mentionner un mémoire rédigé au sein des climato-sportifs et ça sera très intéressant d'échanger là-dessus pour voir les trouvailles qu'on a en commun potentiellement. Ces travaux sont encore en cours, ils sont très préliminaires, donc je vous propose d'explorer ensemble les premiers résultats qui sont imparfaits car forcément incomplets et donc qu'on affinera au fur et à mesure du temps. Elle repose sur une recherche bibliographique par mots-clés, comme vous le feriez sur un moteur de recherche Internet, mais sur des bases de données scientifiques. Nous avons inclus, pour représenter la biodiversité, tout ce qui était faune, flore et champignons. Pour les sports, on a intégré tous les sports qui étaient reconnus par le Comité international olympique, que ce soit les sports d'été ou les sports d'hiver. Donc, il y a des sports qui passent un petit peu entre les trous de la raquette, notamment certains sports de nature, mais dans notre recherche, ils apparaissent quand même. Donc, je vais pouvoir donner quelques illustrations. Une brève présentation sur notre méthodologie. En fait, on a donc ces 5000 articles, on ne les a pas tous analysés, on a dû les filtrer en enlevant tout ce qui n'était pas centré sur le sport ou sur la biodiversité. On a ensuite exclu les articles qui n'étaient pas en anglais. Et ça, c'est une grosse limite parce qu'il y a énormément de ressources qui sont produites dans les langues locales et qui sont très utiles au niveau local, mais qui ne sont pas prises en compte dans les revues de littérature comme celle-ci. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là d'un point de vue de la recherche. Et donc, après la lecture des articles en entier, nous avons conservé 200 études qui permettent de comprendre un petit peu mieux les liens entre biodiversité et sport. Tout ceci représente un peu plus de 40 pays à l'échelle globale. Donc, c'est très intéressant de voir que beaucoup de contextes socio-écologiques sont examinés dans la littérature. Plus de 50 sports qu'on a retrouvés dans notre base de données. Et pour le moment, donc plus de 350 impacts qui ont été recensés. Une catégorisation qui reste encore à affiner, mais qui démontre un petit peu l'étendue de la recherche qui est faite sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que de prime abord, mon hypothèse était que les enjeux climatiques étaient beaucoup plus représentés dans le sport, ce qui est relativement vrai, mais pour autant, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites pour essayer de comprendre les impacts de la biodiversité sur le sport et vice-versa. Donc, une première image ici que je souhaite vous montrer, c'est la diversité de ces différents sports. Vous pouvez voir à gauche ici, j'ai mis en bleu et marqué avec une petite étoile les sports de nature, par exemple la natation, triathlon, canoë, surfing, etc.
Et l'épaisseur des cadres ici représente l'importance relative des évidences qu'on a pu trouver dans notre étude. Par exemple, le golf a une place vraiment importante dans la littérature sur les impacts entre sport et biodiversité. De la même manière, ici, côté biodiversité, vous pouvez voir l'étendue des espèces et des ordres et des classes qui sont représentés dans notre jeu de données. Ça va donc des champignons aux écosystèmes, aux insectes, aux amphibiens, etc. Il y a vraiment ici toute une diversité de formes qui sont représentées. Et donc, tout l'enjeu de notre étude vise à faire le lien, en fait, entre ces sports et cette diversité des éléments naturels. Je ne vais pas aller lien par lien, rassurez-vous, mais je vais zoomer un petit peu, essayer d'illustrer quels sont les différents impacts positifs et négatifs. Ce qui est intéressant ici, de prime abord, c'est déjà de montrer que tous les impacts entre sport et biodiversité ne sont pas que des impacts négatifs du sport sur la biodiversité. Je pense que c'est très important aussi de reconnaître que la biodiversité a des impacts positifs, mais également négatifs, et de la même manière, le sport a des impacts négatifs, mais aussi positifs sur la biodiversité. Les impacts positifs du sport sur la biodiversité me permettent tout d'abord de montrer l'importance de la diversité génétique. Ici, l'exemple des graminées est assez parlant parce que ces graminées sont adaptées ou non aux différentes conditions écologiques selon où sont situés les terrains de sport. Par exemple, certaines espèces sont très adaptées dans certains endroits, mais très mal adaptées dans d'autres. Donc, il y a ici tout un enjeu de bio-ingénierie pour produire des conditions qui permettent aux plantes de résister au trafic, à l'humidité, à la sécheresse, aux pathogènes, au manque de lumière, etc. Donc cette compréhension de la diversité génétique est vraiment très intéressante dans un cadre de sport. D'une manière générale, les différents impacts positifs de la biodiversité, je les ai catégorisés en 6 grands groupes pour le moment. Ils concernent donc la qualité et la santé des terrains de sport, la contribution à la santé de l'individu, que ce soit la santé intestinale et métabolique quand on s'intéresse au microbiote. Il y a aussi des bénéfices socio-culturels et la contribution des espèces aux identités sportives locales. Il y a des bénéfices environnementaux comme la séquestration du carbone, etc. La biodiversité permet de lutter aussi contre les nuisibles, les mauvaises herbes. Ça permet de réduire l'utilisation d'herbicides. Et enfin, les écosystèmes, d'une manière générale, offrent des opportunités d'activités sportives. Et donc, je vais illustrer un petit peu ces différents impacts. Un premier impact concerne la lutte contre les nuisibles. Par exemple, ici, à droite, vous avez une espèce d'une larve qui cause de gros dégâts dans les pelouses. Et en fait, l'application combinée de champignons et de nématodes augmente le taux de mortalité de ces larves de ravageurs dans les gazons sportifs et donc réduisent la dépendance aux insecticides chimiques. Ça fait un peu coup double ici, grâce à l'utilisation de ces différentes formes d'entités naturelles. Un deuxième impact concerne l'opportunité d'activité sportive. Le cadre naturel, il offre des obstacles et un réel terrain de jeu pour la pratique, par exemple, du VTT et d'autres activités sportives extrêmes, et ce, à différentes saisons de l'année. Donc, les espaces naturels, ils offrent des possibilités pour le développement de l'écotourisme, l'organisation de compétitions sportives, etc. Donc ici, à l'échelle de l'écosystème, on voit qu'il y a une importance vraiment directe sur la pratique de certains sports. Enfin, il y a des bénéfices socio-culturels associés à la présence de biodiversité. Les animaux entrent parfois dans les discours sur les activités de sport d'hiver en tant que symboles. Ils permettent de façonner les identités locales en personnifiant les activités elles-mêmes. Vous avez ici, par exemple, l'exemple d'une statue d'ours qui est érigée comme symbole du sauvage dans des paysages montagneux au Canada. On reviendra sur ces emblèmes vers la fin de cette présentation. Ce qui est important de noter, c'est que la biodiversité ne contribue donc pas seulement aux contributions de régulation des processus écosystémiques. D'une manière générale, quand on présente les liens entre sport et biodiversité, on a tendance à dire que la biodiversité contribue à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à la régulation du climat. Ce sont des contributions de régulation. Mais on voit ici qu'en fait, les contributions de la nature et de la biodiversité, elles sont vraiment très diversifiées pour la pratique des sports. Et en ce sens, ce type d'étude est vraiment bénéfique pour prendre conscience de ça.
La biodiversité n'a pas que des impacts positifs, elle a aussi des impacts négatifs sur la pratique sportive, notamment par la dégradation de la qualité des terrains. Il y a des espèces indésirables et des coûts économiques associés, on l'a vu un peu précédemment. Il y a des impacts de la biomasse végétale sur certaines activités, notamment celles qui sont nautiques. Et enfin, des impacts sur la santé, parce que la biodiversité est aussi concernée par les maladies, les allergies, etc. Une première illustration, c'est la présence, par exemple, de staphylocoques, fusarium, cladosporium, etc., différents types de champignons qui, dans les sports d'intérieur, par exemple, peuvent se propager au bénéfice de contacts que sont les athlètes. On peut voir ici dans l'image du milieu que si un individu porte ce type de champignon, par le biais de blessures, ça peut générer des infections, etc. Et je trouve que c'est très intéressant de rappeler que la biodiversité, ce n'est pas seulement les plantes ou les grands mammifères, c'est aussi cette grosse diversité qui nous habitent vraiment au quotidien. Enfin, les impacts négatifs de la biodiversité concernent la dégradation de la qualité des terrains. C'est vraiment un enjeu majeur. Par exemple, des vers de terre qui sont certes bénéfiques pour plein de fonctions au sein des sols, mais qui peuvent aussi expulser des agrégats qui sont riches en terre, en nutriments, qui se déposent soit dans le profil du sol, soit à la surface. Et donc, ça crée des surfaces qui sont boueuses, ça réduit la photosynthèse, ça éclaircit la pelouse, il peut y avoir l'invasion, ça peut faciliter l'invasion de mauvaises herbes, et qui crée des conditions qui ne sont pas propices à la pratique sportive. Là encore, important de souligner que la biodiversité se manifeste aussi à ce niveau-là. Enfin, je parlais de la biomasse végétale et de ses impacts sur les activités nautiques. Vous avez l'exemple ici d'une espèce qui s'appelle la Vallisnerie d'Amérique, qui peut proliférer au sein des cours d'eau et qui peut entraver la pratique de sports comme l'aviron, par exemple, qui engendre un management assez lourd, l'utilisation d'herbicides, donc vraiment peu propice à ce type d'activité. De la même manière, ceci est une photo qui a été prise en Chine d'une marée verte dont le responsable est Ulva prolifera, c'est une macroalgue. Ici, 30% de l'herbe prévue pour les Jeux de Pékin était couverte d'une marée verte en amont de la compétition, donc assez catastrophique pour la tenue d'événements sportifs. Passons maintenant aux impacts négatifs du sport sur la biodiversité. Et vous pouvez voir à chaque fois que je vous montre ces images que vraiment les liens sont nombreux entre différents sports, différents types d'éléments naturels. Et c'est ce qui fait la force de ce type d'études, c'est de remettre un petit peu en contexte toutes ces diversités, pas seulement la biodiversité, mais aussi la diversité des pratiquants, la diversité des sports, des cadres institutionnels qui permettent le développement de ces pratiques. Et donc, ça nourrit la réflexion sur comment essayer de transformer les pratiques pour des relations vraiment vertueuses entre sport et biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces impacts. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que les impacts négatifs du sport concernent tous les niveaux d'organisation de la biodiversité. Ça va du niveau génétique, et ça c'est intéressant, c'est une étude qui montre que la sélection directionnelle des espèces de chevaux, notamment, crée une sorte d'entonnoir génétique où la variabilité génétique est vraiment réduite. À un niveau individuel, avec des mortalités accrues chez des individus en particulier, ou des stress plus élevés, on y reviendra. Au niveau des populations, animales ou végétales, avec des diminutions d'abondance, des diminutions de taux de survie, diminution de qualité d'habitat propice à certaines populations. Il y a des impacts au niveau de l'espèce, au niveau des communautés d'espèces, avec des perturbations plus profondes, des réorganisations de communautés végétales et animales, de par la pratique du sport. Et enfin, des impacts plus généraux à l'échelle des écosystèmes. Ça, c'est plutôt des travaux de synthèse qui montrent des diminutions générales de la biodiversité, une dégradation de l'environnement par la par la pollution, pardon, l'altération du sol, diminution de la biomasse dans le sol, etc. Tous ces impacts-là doivent encore être catégorisés plus finement. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer toute cette diversité d'impacts à différentes échelles. Et chaque impact que je vous montre ici résulte vraiment d'études scientifiques. Donc, ce n'est pas une simple catégorisation comme ça, c'est que chaque aspect ici est vraiment quantifié, mesuré dans la littérature. Il y a quand même une distinction à faire entre le fait qu'elle soit mesurée et mentionnée. Il y a encore quand même, je trouve, beaucoup de travail à faire sur la mesure de ces impacts et le développement d'indicateurs précis des impacts.
Donc au niveau individuel, tout d'abord, ce sont des effets qui sont un peu surprenants quand on se penche sur la littérature, parce que ça paraît assez anodin d'avoir des filets dans la nature, que ce soit pour le volleyball, le tennis, le baseball, etc. Sauf qu'en fait, quand on ne prend pas attention à dans quel environnement ces filets sont placés, il peut y avoir vraiment des conséquences désastreuses. Par exemple ici, avec des mortalités directes pour des populations de renards qui vivent à proximité de ces terrains et qui se retrouvent blessés ou tués directement par ces infrastructures, quand un simple comportement de ranger ces filets ou de les surélever permettrait en fait de réduire ces impacts. De la même manière, ici, vous pouvez voir en milieu alpin qu'il y a un panneau qui indique qu'il y a une zone refuge pour les populations de lagopèdes ou de tétras. Donc ce panneau, à droite en jaune, avertit les skieurs de ne pas traverser une zone de conservation. Pour autant, manifestement, la présence de traces fraîches indique que cette consigne n'a pas été respectée. Malheureusement, cela facilite le déplacement des prédateurs, comme les renards, qui peuvent plus facilement chasser ces espèces d'oiseaux. Ça crée aussi donc le passage des skieurs, des nuisances sonores qui augmentent le stress au sein de ces animaux, qui diminuent donc leur taux de reproduction, leur taux de survie. Au niveau de la population, maintenant, on reste dans le milieu alpin. J'aime bien cette image parce qu'elle montre très bien ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. Vous pouvez voir ici en noir, cette bordure noire, c'est le cœur de l'habitat d'une espèce qui est en danger, qui est le grand tétras. Et on peut voir ces suivis bleus ici de skieurs, d'activités très intenses voilà, de sport d'hiver qui scinde littéralement cet habitat qui est pourtant favorable au grand tétras en deux. C'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. Et ces mesures écologiques nous permettent de mettre en évidence les risques qui pèsent sur ces populations si elles sont trop fragmentées. De la même manière, au niveau des communautés, il y a un impact de la pollution lumineuse. Les stades sont illuminés la nuit. Ça peut avoir des impacts bénéfiques, c'est-à-dire que ces gros spots de lumière attirent des insectes, ce qui a tendance à favoriser certaines espèces de chauves-souris. Mais il y a d'autres espèces de chauves-souris qui sont photosensibles, qui n'aiment pas la lumière et qui s'en écartent le plus possible. Et donc, cette pollution lumineuse repousse ces espèces et ce que met en avant cette étude, c'est qu'en fait, à terme, ces infrastructures tendent à homogénéiser les communautés de chauves-souris, ce qui n'est pas bon pour la biodiversité, puisque certaines espèces tendent à disparaître. C'est littéralement un déplacement de population des espèces. Enfin, au niveau de la communauté, il y a un sport qui gagne beaucoup d'intérêt récemment, comme le précisait Manon, c'est l'escalade, notamment en milieu naturel. Et l'escalade a un impact direct sur la végétation des falaises via une réduction de la couverture végétale, réduction de la densité, de la composition des espèces qui sont présentes sur ces façades. De la même manière, il y a des études qui montrent que les communautés de gastéropodes sont affectées par l'escalade en milieu naturel. Vous pouvez voir ici à gauche le nombre d'espèces sur les façades euh, qui sont grimpées, contrairement aux façades qui ne sont pas grimpées. Ici, le contrôle, où il y a beaucoup plus d'espèces, et idem à l'échelle des individus. Donc, des impacts assez marqués de la pratique de l'escalade sur le milieu naturel. C'est un sport qui est pas mal étudié. Notamment, il y a eu pas mal d'études du côté de la Suisse sur l'impact de l'escalade sur les communautés végétales et d'invertébrés. Enfin, au niveau de l'écosystème, ici, c'est une étude qui est très intéressante qui démontre l'impact que peut avoir. C'est un trail qui est organisé chaque année et donc les chercheurs sont allés essayer d'étudier notamment l'impact sur l'écosystème du sol et alentour et qui montre que ces événements répétés de masse engendrent une perte de biomasse végétale, favorisent l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans ces paysages méditerranéens, fragmente l'habitat une fois de plus et modifie les sols en profondeur. Enfin, le développement d'infrastructures pour permettre une meilleure pratique des sports, comme les terrains en gazon synthétique. Ça permet de répondre à certaines contraintes sportives. Ça permet de jouer dans de bonnes conditions toute l'année. Ça limite certains coûts économiques et ça favorise la santé des pratiquants. Mais il peut y avoir vraiment des impacts assez importants en termes de pollution. Ça, c'est une étude toute récente qui montre comment les fibres de gazon artificiel représentent 15% du contenu en mésoplastique et macroplastique trouvé sur les rives de la côte catalane et du fleuve Guadalquivir. Je trouve ces chiffres vraiment impressionnants
Et c'est surtout que cette étude, elle est vraiment sur une échelle de l'écosystème et de la continuité de l'écosystème. C'est-à-dire que la pollution de ces fibres, elle ne se cantonne pas qu'aux abords du terrain, elle va vraiment jusqu'à la rivière et jusqu'à l'océan, avec plus de 20 000 fibres qui sont expulsées chaque jour. Et donc plus de 200 000 fibres par kilomètre carré qui ont été trouvées le long de la côte catalane. C'est vraiment un exemple très marquant de pollution à grande échelle de la pratique sportive et qui a un impact sur les communautés aquatiques, voire marines. Restons dans le milieu marin pour un dernier impact à l'échelle de l'écosystème, qui ne concerne pas forcément la pratique en elle-même du sport, mais de l'écosystème qu'il y a autour, avec une étude qui montre comment les flottilles de spectateurs lors des événements nautiques ont un impact très important sur les paysages sonores sous-marins. Il y a une véritable pollution sonore qui est due aux bateaux à moteur et aux voiliers. Vous pouvez voir à droite ici une journée où il n'y a pas de compétition avec ce qu'on appelle un spectrogramme, donc des fréquences sonores qui sont vraiment peu intense. Et le jour de course, vous pouvez voir ici que le spectrogramme est beaucoup plus dense, beaucoup plus de diversité de sons à différentes fréquences, et donc qui impacte tout l'écosystème marin, des plus petites aux plus grosses espèces. Mais tout n'est pas négatif. Et c'est ce sur quoi on va insister un petit peu sur la fin de cette présentation. Il y a aussi des impacts qui sont positifs du sport sur la biodiversité. Et là encore, ça concerne plusieurs types de sports et ça concerne plusieurs éléments naturels. Ici, j'ai catégorisé ces impacts selon les différents types d'éléments qui étaient concernés. Donc ça concerne à la fois les plantes, les champignons, les animaux et aussi les écosystèmes. Donc, ça montre que vraiment, ces relations peuvent s'étudier à toutes les échelles avec des impacts assez prononcés parfois. Excusez-moi. Une première illustration que j'aime beaucoup, c'est cette illustration de l'huîtrier épi, qui est une espèce qui est parfois un petit peu menacée selon où elle se développe. Et en fait, cette étude, qui est très récente, démontre que les huîtriers épis ont un plus grand taux de survie lorsqu'ils nichent en hauteur sur des toits plats avec des graviers, parce que ça reproduit leur habitat naturel et ça permet de s'échapper de la prédation, notamment des mammifères, etc. Ça, c'est un premier point, c'est que les infrastructures sportives, dans ce contexte-là, si elles se développent avec des toits plats et des graviers, elles permettent à ces oiseaux de nicher plus efficacement. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces toits sont entourés de terrains de sport qui sont riches en vers de terre, qui est la nourriture principale des huîtriers lorsqu'ils se reproduisent à l'intérieur des terres, ben, ça permet à ces espèces non seulement d'échapper à la prédation, mais aussi de se nourrir très efficacement. Et donc, je trouve que c'est un exemple assez chouette de montrer que bah, les terrains de sport peuvent être aussi bénéfiques à la survie des oiseaux. Dans le même ordre d'idée, les golfs procurent de bonnes conditions pour l'établissement de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment tout ce qui est les oies, les bernaches, etc. Vous avez aussi sans doute en tête les images d'alligators qui se baladent assez fréquemment dans les terrains de golf en Floride. Voilà, ça contribue à des habitats qui sont propices à ces espèces. Ici, c'est des cartographies un petit peu compliquées, mais c'est pour mettre en avant que les golfs peuvent s'intégrer dans différents types d'environnements. Ça peut être des zones forestières, des zones urbaines ou des zones agricoles. Et ce que cette étude met en avant, c'est que ces golfs peuvent contenir des parcelles végétales naturelles qui sont pas forcément entretenues et qui augmentent la connectivité entre certains écosystèmes et qui peuvent servir de refuge à la faune sauvage. Il y a d'autres impacts qui peuvent être négatifs associés au golf, mais il faut aussi souligner aussi les impacts positifs quand ils existent. La littérature scientifique s'est vraiment beaucoup penchée sur le golf et leur intérêt pour la biodiversité, et je tenais à le souligner ici. Ce qui serait intéressant, c'est d'élargir un petit peu tout ce qu'on a fait en termes de recherche autour des golfs et de la biodiversité à d'autres sports. Oups. De la même manière, les impacts de la randonnée ou de l'équitation ou du vélo dans les forêts ne sont pas tous négatifs. Ici, vous avez l'exemple de quelques espèces de papillons, c'est une communauté de papillons en fait, qui se développe mieux lorsque l'habitat est un petit peu perturbé. Ça peut être par le piétinement, ça peut être par une certaine fragmentation de l'habitat, parce qu'en fait, ça permet à ces espèces de mieux se disperser. Ce sont des espèces qui ont besoin d'une perturbation intermédiaire pour se développer de manière optimale. Et donc ici, la création de lisières, de clairières, etc., par le piétinement peut être bénéfique pour certaines espèces.
Enfin, j'aimerais mettre en avant certaines initiatives que permet le sport. Ici, c'est le développement d'une application qui s'appelle Spot de Monk. C'est autour de la conservation des espèces de phoques moines de Méditerranée. C'est un projet de science participative en fait qui vise à éduquer à l'écologie des phoques et à l'échantillonnage participatif en faisant participer les gens qui prennent les voiliers ou les kayaks, etc., en documentant quand ils voient un phoque. Je me demande même si il n'y a pas une possibilité de collecte d'échantillonnage parce que l'ADN environnemental peut être collecté et analysé de manière beaucoup plus efficace qu'il y a certaines années. Donc des initiatives très intéressantes comme celle-ci. De la même manière, il existe de plus en plus des stratégies d'atténuation des risques associés à certaines pratiques, par exemple la cohabitation entre surfeurs et requins, et donc des initiatives comme celles développées ici, qui permettent de faire des survols de drones de certaines zones et qui avertissent en temps réel, via une application, la présence de requins, de raies, etc., aux utilisateurs de ces milieux-là pour leurs pratiques sportives, et qui donc permettent une meilleure cohabitation entre pratiquants et faune qui peut parfois être dangereuse pour l'intégrité physique des participants. Enfin, un dernier point sur ces emblèmes animaliers, et ça, je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est moi qui suis l'auteur de cette étude, mais c'est pour démontrer à quel point les emblèmes animaliers sont omniprésents dans l'imaginaire sportif. Ici, vous pouvez voir différentes équipes professionnelles qui utilisent le lynx comme symbole qui véhicule certaines valeurs que le club souhaite défendre. Et en fait, tous ces clubs représentent une opportunité potentiellement pour impliquer leurs partenaires, leurs supporters, pour développer des programmes de conservation autour du lynx comme véritable enjeu de protection de leur propre identité. À cet effet, on a créé un groupe qui s'appelle The Wide League, que je vous invite à aller visiter. Notamment, ici, vous pouvez voir qu'on a créé une application qui permet de recenser tous ces clubs qui font appel à l'imagerie sportive. Et vous pouvez voir qu'il y a une diversité qui est absolument fascinante. Il y a des lions, des aigles, des serpents, des renards. Il y a à peu près toutes les formes du vivant qui sont représentées. Et donc, ce sont autant d'opportunités d'éducation à la biodiversité, d'émerveillement de la biodiversité et d'essayer d'instiller tout un tas de valeurs positives et d'engagement pour la biodiversité. Je vais maintenant conclure avec les principaux enseignements de ce type d'études. C'est qu'il y a de réelles relations de réciprocité entre sport et biodiversité. Il y a une diversité très grande de contributions de l'un envers l'autre qui peuvent être positives et négatives. L'idée étant d'essayer de réduire au maximum les contributions négatives et de favoriser les contributions positives qui ont lieu à de multiples échelles. Et ça, c'est très important de le souligner. Mais pour pouvoir s'intéresser à ces différentes échelles, il y a un besoin toujours plus important d'indicateurs précis, standardisés sur plusieurs types de systèmes socio-écologiques. Et donc, une fois ces enseignements intégrés, et essayer de faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire diffuser cette information au plus grand nombre auprès des pratiquants pour essayer de transformer un petit peu les comportements pour des relations un peu plus durables entre la pratique sportive et l'environnement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un terreau assez fertile pour l'action parce que la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus à ces enjeux. C'est ce que fait notamment le Sport Ecology Group que je représente aujourd'hui, mais aussi une grosse demande du secteur sportif et d'acteurs du sport comme les climato-sportifs qui sont là avec nous aujourd'hui pour essayer justement de changer les choses. Enfin, pour conclure, j'aime bien cette métaphore sportive avec Jonah Lomou ici, qui est un peu à l'image de l'effondrement de la biodiversité, semble parfois inarrêtable face à des initiatives individuelles et isolées. Mais si on s'y met tous ensemble autour de valeurs fortes et dans un esprit collectif, alors on peut envisager de freiner, voire de stopper ce déclin tous ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et j'ouvre la discussion aux questions. Merci beaucoup, Hugo. Il y a eu effectivement plusieurs questions dans le chat. Déjà, une première de Rachel qui demande si tu disposes d'études spécifiques sur les sports nautiques et leur impact. Ouais, alors l'étude pour le moment, comme j'ai montré donc, dans les différents liens qu'il y a entre le sport et la biodiversité, il y a effectivement des activités nautiques qui ressortent, comme cet impact des marées vertes sur les activités nautiques. Il y a l'aviron qui ressort pas mal, le canoë. Il y a une étude qui a été faite, c'était en Europe de l'Est, je ne me rappelle plus le pays exactement, mais c'était assez intéressant parce que c'était l'impact du flux de la rivière modifié pour
les canoës, pour les entrées-sorties de canoës, etc. Et alors que ça peut paraître négatif parce qu'il y a une modification du flux avec le barrage, etc., ce que l'étude montre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs bassins qui se sont créés. Ces bassins ont des formes différentes, des flux d'eau différents, et ça a permis de créer des communautés beaucoup plus diversifiées d'espèces qui se développent en fait dans ces lits de rivière. Voilà, il y a vraiment un panel très diversifié d'études là-dessus, mais qui mériterait d'être faite à plus grande échelle en tout cas. Super. Il y a aussi une question de Marie sur spécifiquement les compétitions. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact des compétitions et est-ce qu'il faudrait tout simplement réduire le nombre de compétitions? Alors, c'est une question très intéressante et je suis pas expert pour répondre sur ce domaine-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de prise de conscience de l'impact des méga événements, notamment de tout ce que ça engendre en termes de transport, etc. Je sais qu'il y a des compétitions, par exemple, de trail ou de triathlon, etc., qui assujettissent la participation à la venue avec un billet de train. C'est-à-dire que vous devez démontrer que vous avez eu un impact faible sur l'environnement pour pouvoir participer à l'événement. C'est un genre de pratique bénéfique comme ça pour l'environnement qui tente à se développer. Je vais profiter de, de cette occasion pour mentionner aussi des labels comme Fair Play for Planet qu'a développé Julien Pierre et qui permettent de faire un audit en fait de ces différentes pratiques, de ces différents impacts que peuvent avoir les pratiques sportives sur l'environnement et sur le climat. Et donc, ce sont des acteurs comme ça qui travaillent depuis quelques années sur l'élaboration de solutions et avec lesquels il faut travailler tout simplement pour améliorer les pratiques. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions sur les études un peu spécifiques, que ce soit la rando ou la plongée sous-marine. Et effectivement, est-ce que dans le cadre du Sport Ecology Group ou autre, vous avez un peu un état des lieux, une revue qui permet d'accéder aux différentes recherches par thématique, ou peut-être que ça n'existe pas encore aujourd'hui? Alors, pour le coup, je n'ai pas une vision globale pour chaque sport, mais c'est intéressant ce commentaire parce que il y a quelque chose qu'on a pu démontrer avec le Sport Ecology Group, c'est que on avait fait une enquête sociale qui a permis d'être à l'origine du Sports for Nature Framework. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un programme des Nations Unies qui vise à promouvoir l'enjeu environnemental dans les sports. Et dans ces enquêtes, les fédérations, acteurs, etc. concernés nous faisaient part du besoin de directives précises pour chaque sport, si possible en langue locale, c'est encore un enjeu, mais ça, c'est très important. Mais effectivement, je n'ai pas connaissance de travaux d'envergure sur vraiment chaque sport et les impacts qu'il y a. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure-là de revue de la littérature pour essayer de faire un premier bilan. Et c'est pour ça que je disais qu'il était imparfait parce qu'il ne concerne pas les activités de loisirs. La frontière entre loisirs et sport, elle est toujours assez compliquée à définir. On est parti sur des sports qui sont organisés, donc on n'a pas tout ce qui est scuba diving, pardon, la plongée. Mais il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la plongée, ce que ça représente comme opportunité d'éducation des fonds marins, mais aussi des impacts qu'il y a, parce qu'on sait tous que au cours d'une plongée, quand on s'accroche au fond, quand on tape avec les palmes, etc., ça peut avoir vraiment des impacts désastreux sur les coraux parce qu'ils mettent très longtemps à pousser et en l'espace de 2 minutes d'attention, on peut vraiment réduire à néant toute cette croissance qui est pourtant vraiment magnifique. Les coups de palme sont bien connus des professionnels qui travaillent dessus et ça fait partie des choses à connaître pour notamment les professionnels et les pratiquants pour progresser un peu dans cette discipline. Oui, Manon, je tout vois à qu'il y a fait. une main levée. Oui, non, mais c'était à propos des compétitions euh, par rapport à s'il faut les maintenir ou pas. Euh, Si on peut pas les éviter, en tout cas, il faut vraiment faire attention à la périodicité des compétitions, choisir la bonne période pour les espèces qui sont sur le tracé. Et dans une conférence où j'avais assisté, une chercheuse, je ne sais plus son prénom, mais sur la question est-ce qu'il faut diversifier les parcours
pour donner du répit à de la biodiversité ou alors rester toujours sur le même parcours pour centraliser les dommages. Elle disait que la recherche tendait pour la deuxième solution, mais qu'il fallait quand même espacer les temps des compétitions, donc essayer de ne pas les faire tous les ans ou deux, trois fois dans l'année. Il fallait vraiment essayer d'espacer pour donner du répit à la biodiversité. Donc c'est ça c'est vers ça que la science s'oriente, mais il y a encore des travaux pour préciser cette idée. Merci. Je vais donner une dernière question avant qu'on présente la suite. Hugo, est-ce que tu as connaissance d'autres initiatives de sciences participatives, ou Manon aussi d'ailleurs, pour les pratiques sportives terrestres notamment? Peut-être que Manon pourra compléter, mais alors j'en ai connaissance, mais là de but en blanc, je pourrais pas vous les citer. Je sais que je reprends l'exemple du golf et notamment dans le contexte français, il y a toute une labellisation des golfs qui a été proposée et qui permet de lister justement les différents types d'impacts que les golfs ont pour la biodiversité et ce qu'ils représentent comme opportunité de zones refuge, etc. Donc c'est un premier exemple. Il y a beaucoup d'applications aussi qui permettent au cours de vos randonnées de tout simplement renseigner les différents éléments de biodiversité que vous rencontrez, etc. Donc c'est autant d'outils entre sciences et société. Donc les sciences participatives sont vraiment en train de se développer et ça c'est très bénéfique. Je ne sais pas si Cola ou Manon, vous avez des exemples un peu plus précis à donner. Alors, peut-être je me trompe, mais il me semblait que la LPO faisait des travaux avec des applications de randonnée, etc., pour pouvoir permettre aux participants qui utilisent ces applications de signaler des espèces protégées, etc. Mais peut-être que je confonds. Je sais pas, je Il y crois a, qu'il y a quelqu'un de la LPO ici. il y a effectivement, il y a pas mal de choses qui existent. Là, j'ai mis un lien pour Suricat qui permet de faire des alertes. Alors, c'est pas vraiment de la sauce participative pour le coup, plutôt de faire des alertes quand on voit des choses sur un parcours sportif pour faire remonter aux autorités compétentes, y compris quand c'est des sujets d'espèces exotiques envahissantes ou autres. Et il y a beaucoup de... En vrai, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui existent de sciences participatives. Et je pense on va faire un article sur le pôle pour un peu les lister et les répartir par discipline, puisque je pense que c'est un sujet très important. Et il reste 3 minutes, alors je me permets juste de euh, reprendre, juste pour vous annoncer, mince, excusez-moi, que du coup il y a un nouveau webinaire qui va être fait Ah mince, attendez, je m'en sors pas avec mon diapo. Le 18 février prochain, où l'idée c'est, parce que là on a eu une vision avec beaucoup de recul grâce à Hugo, et l'idée c'est, voilà, de plutôt vous donner la parole le 18 février, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà faites par les pratiquants et les pratiquantes des loisirs et des sports en France pour protéger l'environnement. Et donc vous avez le lien d'inscription au webinaire. Et si vous souhaitez vous-même témoigner et contribuer, on vous propose de nous adresser un mail, donc à l'adresse mail qui s'affiche ici, en précisant votre discipline sportive et quelques lignes pour expliquer votre action. Alors que ce soit individuel, que ce soit collectif avec peut-être une association ou en tant que bénévole. Vraiment, tout peut être très intéressant. Et bah voilà, l'idée c'est de témoigner, d'un peu essaimer ce type d'initiative euh, très positive pour l'environnement. Et avec la minute qui me reste, je voulais aussi vous parler très rapidement des badges numériques sport et biodiversité. En fait, on a créé des badges qui disposent de la reconnaissance officielle du ministère des Sports et de l'Office français de la biodiversité et qui vous permettent de valoriser votre engagement pour la protection de la nature et qui sont donc intéressants, que ce soit pour ajouter à votre CV, à vos réseaux sociaux, que ce soit dans une démarche professionnelle ou même personnelle pour démontrer de votre engagement. Donc voilà, il y a un badge communauté et il y a aussi un badge écoagir qui nécessite de mettre en place déjà des actions pro-environnementales que vous pouvez donc demander. Et voilà, je remets le lien du webinaire. Bah, je vous remercie à tous. Si vous voulez faire un mot de conclusion, Hugo, Manon. Bah, merci tout le monde pour votre participation et merci Hugo pour toutes ces informations super intéressantes.
Je vais conclure aussi. Merci beaucoup à tout le monde pour les retours positifs et puis continuez à faire du sport de manière raisonnée et faites attention à la biodiversité. Merci beaucoup et on est parfait sur le timing. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain webinaire et à nous proposer des témoignages. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée, au revoir.